Bonsoir à tous. Oui, ça marche. Je vous remercie d'être venu assister à cette conférence qui poursuit le cycle qu'on a déjà commencé, qui est en lien avec notre exposition temporaire présentée actuellement sur les portraits secrets de femmes romaines. Donc, ce cycle prend place, du coup, dans la place des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Et nous accueillons ce soir Isabelle Elgrin, qui est collaboratrice scientifique au Centre de recherche archéologique et du patrimoine de l'Université libre de Bruxelles. Nous allons donc aborder un nouveau thème qui est le genre. Donc, ce sont aussi ces recherches, les études de genre appliquées en archéologie. C'est une discipline qui est développée depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, mais qui est plutôt récente dans les pays francophones. Et pourtant, elle apporte un regard nouveau dans l'interprétation des vestiges et des cultures matérielles, puisqu'elle permet d'appréhender la constitution des relations sociales humaines dans les sociétés du passé, et elle permet aussi de redonner une place aux femmes dans l'interprétation de ce passé, justement. Donc cette conférence propose de faire un point sur cette discipline et sur ses perspectives. Donc je laisse la parole à Isabelle et on passera une série de questions ensuite si vous le souhaitez. Et je vous demanderai aussi d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup et merci au Musée de la Romanité pour l'organisation de ce cycle de conférences. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la question du genre en archéologie classique. Et avant de commencer et de voir quels sont les objets d'étude de l'archéologie du genre, on va prendre un peu le temps de définir exactement ce qu'est le genre. Alors, dans nos sociétés occidentales modernes, le système sexe-genre est envisagé de manière strictement binaire. Le sexe est présenté comme une catégorie biologique, immuable, universelle, dans laquelle les individus sont classés en deux groupes, les hommes et les femmes. Pour reprendre la définition qui est donnée par les sociologues, le genre est un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées. Pour compléter cette définition, les sociologues ajoutent quatre définitions analytiques, quatre dimensions analytiques qui sont 1. Le genre est une construction sociale. 2. Le genre est un processus relationnel. 3. Le genre est un rapport de pouvoir. Et 4. Le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. Alors, on va détailler ça un petit peu. Donc, quand on dit que le genre est une construction sociale, si je vous montre ces images, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces enfants? Est-ce qu'on a affaire à des filles ou est-ce qu'on a affaire à des garçons? À gauche, c'est un garçon. À droite, c'est un garçon. Les deux sont des garçons. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Donc, on est devant deux garçons. Alors, pourquoi il y a des petites hésitations? Parce que ça bouscule un peu nos catégories. Pourtant, là, on ne remonte pas très loin dans le temps. On est au 19e siècle. Donc, vous voyez un petit garçon qui est dans une robe rose. Le rose, avant le début du XXe siècle, était une couleur qui était préférentiellement associée aux hommes et aux garçons. C'était un dérivé du rouge, couleur associée à la guerre notamment. Et à l'inverse, le bleu était associé aux petites filles puisque c'était la couleur de la Vierge Marie. La deuxième photo, qui est en noir et blanc, c'est le président américain Roosevelt, Franklin Roosevelt, en 1884. Et donc là, il a les cheveux longs, il a une robe, et on est à une époque où les enfants ne sont pas montrés au public, en dehors de la maison, avant une longue période. Et donc, on ne ressent pas le besoin de différencier les tenues des filles et des garçons avant assez tard dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez des petits garçons en robe ou en rose dans des périodes relativement récentes. Donc ça bouscule déjà un peu nos catégories de genre. De la même manière, le genre va varier dans l'espace.
Et dans d'autres populations, par exemple chez les Inuits, on va avoir des catégories de genre qui vont être fortement différentes de celles qu'on a ici, chez nous. Et un individu peut par exemple être de sexe masculin et de genre féminin, et ensuite ça s'inverse à la fin de l'adolescence. De manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas femme ou homme de la même manière dans l'Antiquité, au Moyen Âge, ou en Afrique, en Asie ou en Europe. Alors, le genre est un processus relationnel. Une erreur commune est souvent de lier de manière exclusive le genre avec les femmes. Or, quand on étudie le genre, ce n'est pas du tout ça qu'on fait. On étudie une société, un contexte archéologique au prisme du genre, en étudiant en fait les rapports sociaux de sexe. Donc, on n'étudie pas les femmes comme une catégorie isolée, mais dans les rapports qu'elles vont entretenir avec les autres catégories de la population. Donc, on étudie comment va se construire, par exemple, la féminité par rapport à la masculinité, et on va aussi étudier différents groupes au sein des catégories hommes et femmes, par exemple, des catégories socio-économiques, parce que le groupe femmes comme le groupe homme n'est pas homogène, il y a des différences de statut. Il y a des femmes qui appartiennent, si je prends la Grèce antique, à l'aristocratie et à l'élite, d'autres femmes qui sont des esclaves, des femmes qui sont des étrangères et appartiennent à la catégorie métèque dans l'Athènes archaïque et classique. Donc, on a différentes catégories. Et il faut bien voir que toutes ces catégories entrent en relation. Et donc, on n'isole pas simplement les femmes. Alors ensuite, le genre est un rapport de pouvoir. L'anthropologue française Françoise Héritier a bien montré que la différence biologique entre les hommes et les femmes servait de base à une pensée de la différence, du féminin et du masculin, et que cette différence était toujours pensée de manière hiérarchique. Au fondement de ce rapport de pouvoir, du masculin sur le féminin, se trouve ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes, qu'elle définit comme suit. La valence différentielle des sexes traduit la place différente qui est faite universellement aux deux sexes sur une table des valeurs et signe la dominance du principe masculin sur le principe féminin. Le rapport homme-femme est construit sur le même modèle que le rapport parent-enfant, que le rapport aîné-cadet et plus généralement que le rapport antérieur-postérieur, l'antériorité signifiant la postériorité. Donc, si on prend un exemple des valeurs et de la hiérarchie des valeurs, une fille qui fait du foot, ça passe parce qu'il y a une élévation vers la norme supérieure qui est la norme masculine. Par contre, un petit garçon qui fait de la danse va être sujet beaucoup plus aux moqueries que la petite fille qui va faire du foot. L'idée de cette relation asymétrique et hiérarchique entre les hommes et les femmes a été théorisée dès les années 70 par les féministes de la deuxième vague, notamment les féministes matérialistes françaises, qui parlaient de rapports sociaux de sexe, elles parlaient de domination masculine, de patriarcat, mais en fait c'était déjà une manière de signifier le genre. Ce rapport de pouvoir implique une hiérarchie des normes associées aux femmes et aux hommes, culminant dans l'existence d'une dimension normative en matière de sexe, de genre et d'orientation sexuelle, et de rôle de genre aussi. Par exemple, l'hétérosexualité est perçue comme l'orientation sexuelle normale ou par défaut. Enfin, le genre est imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. Alors, le terme intersectionnalité a été utilisé par Kimberly Crenshaw pour la première fois en 1989. Donc, c'est une chercheuse en droit américaine qui traite dans ses recherches de la double oppression des femmes afro-américaines, puisque celles-ci subissent à la fois une domination spécifique en tant que femmes et une autre forme d'oppression en tant que noires. L'intersectionnalité lui permet ainsi d'approcher l'imbrication des différents rapports de pouvoir, en considérant que les catégories femmes et hommes, comme on l'a dit, ne sont pas des catégories homogènes. Et donc, évidemment, l'oppression patriarcale n'est pas vécue de la même manière par une femme blanche ou une femme racisée, par une femme hétérosexuelle
ou une femme homosexuelle lesbienne, par une femme cisgenre ou par une femme transgenre, par une femme qui est employée comme cadre ou par une femme de ménage. Les rapports de genre vont donc s'imbriquer dans des rapports de classe, de race, d'âge, de sexualité, d'état de santé et de handicap et d'appartenance religieuse. Tout ça va créer des systèmes de domination et d'oppression spécifiques. Alors, pour mettre tout ça et l'appliquer à l'archéologie, comment est-ce que ça s'est passé? Quelle est un peu l'histoire de l'utilisation de cette notion de genre en archéologie? Alors, comme Lucie l'a dit, ça fait 50 ans au moins que dans les pays anglo-saxons et scandinaves, l'archéologie du genre fleurit et il y a énormément de recherches qui ont été menées sur ces thèmes, quelles que soient les périodes ou les régions. Par contre, dans les pays francophones comme la France, la Belgique et la Suisse, c'est beaucoup plus lent et c'est seulement depuis les années 2010 qu'on a vu vraiment un nombre plus important d'études sur ces sujets. Donc avec notamment des numéros de revues, des nouvelles de l'archéologie notamment, qui ont été publiées sur ces thèmes, ou alors des monographies par des chercheuses françaises sur le néolithique ou sur les Celtes ou l'âge du bronze, l'âge du fer, ces périodes-là. Donc c'est vraiment très récent, mais il y a énormément de choses qui vont être apportées par ces nouvelles études et il y a un renouvellement de la recherche grâce à toutes ces chercheuses. Alors pourtant, comme je viens de le dire, ce pan de la recherche archéologique est non seulement ancien, mais très prolifique. Donc dans la foulée des mouvements féministes des années 70, la réévaluation de la place des femmes dans les sociétés anciennes et l'étude des relations entre les sexes se sont développés au moment où, en parallèle, on va questionner aussi la place et le rôle des femmes dans la discipline archéologique. Alors, dès 1975, l'anthropologue Sally Slocum va écrire un ouvrage intitulé « Woman the Gatherer, Male Bias in Anthropology ». Donc, elle fait pendant en cela à des études précédentes écrites par des hommes qui traitaient de l'homme chasseur. Et là, elle s'intéresse à la femme en tant que cueilleuse, donc dans la préhistoire. Et elle va notamment critiquer l'utilisation universaliste et prétendument neutre du mot « homme », qui est utilisé souvent en préhistoire et qui, au final, n'est pas si neutre que ça, puisqu'on a tendance à imaginer, quand on parle d'homme préhistorique, un homme et pas vraiment une femme. Donc, elle voit que les femmes sont un peu reléguées au second plan dans l'histoire qui est écrite à propos de ces périodes très anciennes. Slocum va donc se concentrer sur le rôle des femmes en tant que cueilleuses et sur le rôle actif qu'elles ont joué dans l'approvisionnement en nourriture, pour montrer que non, elles n'étaient pas simplement là à attendre toute la journée que les hommes reviennent de la chasse. Alors la contribution des archéologues norvégiennes est particulièrement importante également, puisque dès 1979, elles vont organiser une journée d'études qui sera publiée ensuite en 1987, un atelier qui va être intitulé « Were they all men ?» Est-ce qu'ils étaient tous des hommes? Encore une fois, pour réexaminer le rôle des hommes et des femmes dans les sociétés préhistoriques. Et elles vont lancer une revue dont le titre en norvégien est « Les femmes dans l'archéologie en Norvège », qui va être publiée entre 1985 et 2005. Et un article fondateur écrit de ce côté-là, plutôt du côté des États-Unis, est « Archaeology and the Study of Gender », écrit par Margaret Conkey et Janet Spector en 1984. Qui est un article, même s'il n'est pas le premier, qui est considéré comme fondateur de l'archéologie du genre, puisque, comme les autres chercheuses de cette époque, mais on n'est pas encore au moment de la mondialisation, et donc les recherches qui sont faites en Norvège et en norvégien sont assez mal diffusées, l'article en anglais, évidemment, aura beaucoup plus d'impact pour ces raisons-là.
Donc, dans ces articles, on va mêler à la fois archéologie et féminisme, et on va surtout y retrouver des critiques des conditions de travail, de la domination masculine au sein de la profession. On va retrouver des réflexions sur le manque de représentation féminine dans les musées, et une critique de l'androcentrisme qui va imprégner les interprétations du passé dans les publications. Donc, à cette époque, l'étude des sociétés anciennes et modernes va s'ouvrir progressivement à d'autres aspects fondateurs des rapports sociaux qui vont être intimement mêlés aux rapports de sexe. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer aussi à s'intéresser, par exemple, au statut socio-économique, à l'âge, à l'identité sexuelle ou la race. Donc, au lieu de simplement écrire une histoire des femmes qui va être collée ou juxtaposée à une histoire globale et générale qui serait celle des hommes, l'idée, c'est vraiment de refaire une histoire où on va pouvoir intégrer les rapports sociaux pour comprendre comment s'organisait toute la société. Alors, les premières études critiques ont clairement montré qu'il y a une approche androcentrique traditionnelle qui fausse considérablement les interprétations des sociétés passées. Alors que le genre est une variable fondamentale, cette variable est purement et simplement ignorée par les études les plus anciennes sur la croyance erronée que le genre ou les rapports sociaux sont de toute façon inatteignables via l'archéologie et que les rapports sociaux de sexe sont immuables, universels, ont toujours été tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Au final, on se demande un peu à l'époque quel est l'intérêt d'étudier la structure sociale des sociétés anciennes lorsqu'on est convaincu que ces structures n'ont jamais changé et que le patriarcat du présent est un reflet exact du patriarcat du passé. Donc, ces premiers archéologues voient vraiment qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de sortir de ces impasses et de trouver de meilleures interprétations. L'archéologie du genre va ainsi naître du besoin de procéder à une relecture réfléchie des données archéologiques et à une nouvelle interprétation de l'expérience des femmes et des hommes du passé, notamment au travers de la culture matérielle. Alors, ce n'est pas le seul constat que vont poser ces archéologues, on l'a dit, elles vont également s'intéresser à ce qui se passe dans la profession, dans les musées, sur les chantiers, et que ce soit dans la recherche ou dans les interprétations, elles vont partir du postulat que les femmes sont invisibles. Donc, l'idée dans les premières recherches est aussi de rendre visibles les femmes, notamment en développant 4 axes de recherche dès les années 70-80 qui vont s'intéresser en premier lieu à la visibilité des femmes dans les interprétations du passé, on va y revenir plus longuement, mais elles vont également s'intéresser à l'histoire des femmes dans la discipline. Et donc, quand vous lisez un livre qui retrace l'histoire de l'archéologie, vous allez souvent avoir une histoire qui est écrite avec des grands noms masculins, mais très peu, voire pas du tout de femmes. Et elles essayent donc de refaire cette histoire de l'archéologie pour montrer que les femmes étaient présentes sur les chantiers dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, notamment en publiant des séries de biographies ou d'ouvrages qui vont s'attacher à remettre en valeur le travail des femmes sur le terrain au moment où la discipline va vraiment se professionnaliser et se constituer. Alors, un des autres axes de recherche, c'est les questions d'égalité et d'équité dans la discipline archéologique. Donc, il va y avoir aussi tout un pan de la recherche qui va s'intéresser au phénomène de sexisme dans la recherche. Par exemple, en regardant quel est le nombre de femmes dans l'enseignement supérieur à la recherche, en mettant en avant les phénomènes de plafond de verre qui empêchent la promotion des femmes à des postes supérieurs, en mettant en avant les différentes formes de sexisme qu'il peut y avoir dans la recherche, en menant par exemple des enquêtes sur le harcèlement qui a lieu dans la recherche spécifiquement en archéologie, et en mettant aussi en avant le fait que par exemple les femmes sont moins citées ou elles sont plutôt publiées dans des revues moins prestigieuses que celles des hommes. Enfin, le 4e axe de recherche s'attache, lui, aux représentations qui vont être, par exemple, utilisées dans le cadre des musées et de la vulgarisation de la recherche. Donc,
L'idée est un peu de bousculer les certitudes, avec toujours cette idée que si la recherche a des biais androcentriques, si on vulgarise et qu'on présente ça au grand public, ça va être peut-être encore plus stéréotypé. Donc, pour essayer de montrer aussi au public, notamment les publics jeunes qui viennent visiter les musées, que les femmes avaient une présence dans l'histoire, il y a notamment en Espagne en ce moment un grand courant de recherche sur la mise en valeur du rôle des femmes, de leur place dans l'économie, du travail qu'elles effectuaient dans les sociétés anciennes. Et par exemple, là, vous avez le poster d'une exposition qui a eu lieu à Madrid, où on a choisi de mettre en avant une femme avec 2 enfants comme peintre d'une grotte préhistorique, alors qu'on a plutôt l'habitude de penser que les grottes ont été peintes par des hommes. Donc l'idée est un peu de bousculer nos certitudes et de mettre en avant le rôle important des femmes dans l'histoire. Alors ensuite, dans un second temps, à partir des années 90, à côté de son étude du genre en tant que système de domination, l'archéologie va également s'intéresser à l'étude des genres. Donc, dans la pratique contemporaine, on fait la différence entre le genre au singulier comme système de domination, et puis de l'autre, on va parler des genres qui vont recouvrir une caractéristique identitaire individuelle, notamment le fait d'être cisgenre, transgenre, de genre non-binaire, de genre fluide ou queer. Donc, il y a une archéologie spécifique qui s'est développée aussi sur ces thèmes, notamment ce qu'on appelle en anglais la queer archaeology, et qui va explorer tout ce qui sort en fait de la norme. Donc, quand on parle de queer, on est dans tout ce qui sort de la norme, notamment en matière d'orientation sexuelle. Alors, pour revenir à la question des femmes dans les interprétations du passé, face à des publications qui présentaient le masculin comme un universel neutre, les chercheuses se sont engagées dans une voie de réhabilitation des femmes dans l'histoire et l'archéologie. Toutefois, même si les premières archéologues qui ont remis en question l'androcentrisme de la recherche ont insisté sur l'invisibilité des femmes, le problème n'est pas qu'elles étaient invisibles dans les études, mais c'est surtout qu'elles sont très stéréotypées. Et dans les interprétations, on a souvent eu tendance, surtout au XIXe siècle, à une époque où on n'analysait pas encore les ossements, à faire des simplifications du type « une tombe avec des bijoux, c'est une femme, une tombe avec des armes, c'est un homme ». Alors, j'ai trouvé une petite BD sympathique qui va caricaturer gentiment les difficultés d'interprétation et les raccourcis qui sont parfois faits sur les chercheurs. Alors, le texte est assez petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc le premier personnage, donc on est devant une tombe au haut Moyen-Âge, et le premier personnage dit je ne sais pas si je devrais mettre l'épée, je veux dire, il n'a jamais participé à une bataille, mais il avait l'habitude de chasser les écureuils avec. La femme derrière dit attends, ce sont mes ciseaux. Et le fossoyeur de répondre je m'en moque, mais dépêchez-vous parce qu'il faut que je sois à la côte à midi. Il y a une bande de cinglés qui m'ont demandé d'enterrer un bateau. Et puis, à côté, on passe en 2021 où on voit une vitrine de musée et la légende nous dit chef guerrier héroïque, comme décrit dans Beowulf et dans les sagas beaucoup plus tardives. Donc, on est face à une petite moquerie de la part du dessinateur, mais qui montre bien en fait les difficultés qu'on peut avoir de temps en temps à interpréter les objets qui sont déposés dans les tombes. Alors, ce problème d'interprétation fait que, en plaquant simplement les rôles de genre du 19e et du début du 20e siècle sur les sociétés anciennes, on n'a pas vraiment repensé et réfléchi au fait que les normes de genre étaient peut-être différentes dans le passé. Et donc, que quand on a un objet qui est pour nous féminin ou masculin, il est peut-être neutre pour les gens qui l'ont enterré il y a 2000 ans, ou il pourrait être de l'autre sexe par rapport à ce que nous on pense. Alors, un bon exemple
de ça, c'est la tombe de Vix. On n'est pas encore du côté grec, mais on est dans une tombe de Bourgogne à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une tombe qui est assez intéressante parce que son occupante a eu de multiples interprétations qui l'ont poursuivie pendant assez longtemps. Alors, on est dans une tombe exceptionnelle du point de vue du matériel qui s'y trouve. Vous voyez le gros cratère ici en bronze qui fait plus d'1,50 m de haut. Il vient des ateliers de bronziers d'Italie du Sud. On a le torque en or et on a toute une série d'objets précieux qui sont dans la tombe. Il y a aussi des objets d'importation qui montrent bien qu'il y a des échanges et des contacts. Par exemple, il y a de l'ambre qui vient de la Baltique, on a du corail dans cette tombe et on a notamment aussi une coupe grecque. Donc, tombe extrêmement importante. C'est une des tombes, si pas la tombe la plus riche qu'on ait trouvée pour cette période-là. Et au début, avant qu'on fasse des analyses, on s'imagine qu'on est face à une tombe de chef et que donc on est devant la tombe d'un homme. Sauf que, patatras, on fait des analyses sur le squelette, et le squelette est celui d'une femme. Donc, on se retrouve devant un squelette de femme dans une tombe exceptionnellement riche. Qu'est-ce qu'on va en faire ? La logique voudrait qu'on dise c'est une femme importante qui a un statut socio-économique ou politique ou religieux ou autre dans la société où elle vit. Alors, on ne part pas du tout là-dessus, on part sur prêtre travesti masculin. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus sympa d'avoir une interprétation alambiquée. Donc, alors, prêtre travesti masculin, ça ne colle pas très bien avec ce qu'on sait pour les autres tombes aussi qui ont été retrouvées à l'époque, parce qu'on est dans une période où il y a énormément de tombes de femmes riches qui sont retrouvées. Elles ne peuvent pas être toutes des prêtres travestis masculins. Et donc, à force de recherche, on se dit que finalement, oui, c'est peut-être bien une prêtresse. Mais elle serait prêtresse en raison d'un physique anormal. Parce qu'on fait d'autres analyses sur le squelette, et on se dit qu'en fait, peut-être qu'elle boitait un peu, qu'elle avait le visage déformé, et qu'à cause de son physique, elle serait devenue une prêtresse. Okay. Le temps passe encore, et puis finalement, on refait des analyses, et les défauts physiques qu'il y a sur son squelette ne sont pas tellement importants en fait. Donc, si elle était prêtresse, ce n'est pas en raison de son physique anormal qui ne devait pas être tellement visible, mais plutôt simplement parce que c'est une femme. Alors, pourquoi prêtresse ? Parce qu'on n'a pas de texte pour les Celtes à cette époque-là. Ils n'écrivent pas. Et donc, on se base sur les sociétés qu'on connaît en Méditerranée et qui ont des textes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît bien pour le VIe siècle ? On connaît Athènes. Athènes, on le verra, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir en termes politiques, en termes socio-économiques, mais par contre, elles ont du pouvoir dans le cadre religieux. Donc, elles peuvent être prêtresses, elles peuvent participer aux processions religieuses. Donc, par comparaison, on se dit que si une femme a un statut important chez les Celtes, elle doit être prêtresse. Et puis, au final, une fois que des chercheuses commencent à travailler sur la question, à réévaluer cette tombe avec l'ensemble des autres tombes, grâce à l'archéologie du genre, on en est venu, par toutes ces comparaisons, à l'idée qu'en fait, on est peut-être simplement face à une femme de pouvoir. Mais donc, depuis que la tombe a été trouvée dans les années 50, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé et il y a eu beaucoup d'interprétations pour en venir à l'interprétation qui, au final, semble la plus facile et la plus logique. Alors, un autre type d'interprétation qu'on va retrouver aussi assez régulièrement quand on est face à une tombe de femme qui présente du matériel riche, c'est que la femme, vous voyez, c'est le texte en rouge, que la femme est utilisée pour mettre en avant la richesse de son mari. Une femme qui est richement ornée est en fait un symbole du statut de son mari. Donc en fait, on dit que les femmes qui sont dans des tombes riches sont des potiches ou des femmes trophées, et que, en gros, c'est comme si elles n'avaient pas d'ingentivité propre et qu'elles ne pouvaient pas avoir
un statut ou un pouvoir pour elles-mêmes, elles sont toujours dépendantes d'un homme. Donc ça aussi, ce sont des interprétations qu'on a dépassées dans certains domaines, qu'on commence à dépasser aussi dans d'autres régions. Et on va voir un peu maintenant quelques exemples de ce qui se passe quand on utilise l'archéologie du genre pour étudier des tombes. Alors, on part maintenant en Grèce et on va s'intéresser à Athènes essentiellement ce soir. Et en premier lieu, on va voir aussi ce qui se passe quand les catégories de genre sont un peu bousculées. Parce que, comme je vous ai dit, on a eu tendance au XIXe siècle, notamment, à simplifier les choses en disant que quand on avait des objets féminins, c'était une tombe de femme, que quand on avait des objets masculins, c'était une tombe d'homme. Mais quand on trouve des objets féminins dans une tombe d'homme et que ça bouscule les catégories, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'exemple ici est celui de la tombe de Macaréus. On est au deuxième quart du IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. La tombe se trouve dans la nécropole du Céramique à Athènes, donc une des nécropoles les plus importantes de la ville. Dans cette nécropole, la tombe de Macaréus est un monument avec une inscription qui nous donne son nom et sa profession. Donc vous voyez, le texte qui est sur sa tombe dit « Ah, si le sort seulement s'était montré favorable et s'il t'avait fait parvenir à la maturité, car tu étais grand dans notre espoir, Macaréus, et tu promettais d'être l'orige de l'art tragique chez les Hellènes. Ta sagesse et tes dons ne t'auraient pas laissé mourir inconnu. » Donc Macaréus est un acteur. Et dans la tombe de Macaréus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du matériel atypique associé à un squelette masculin. On va retrouver notamment du savon, des coquillages et du maquillage. Alors, pourquoi c'est atypique? Parce qu'il y a eu des études sur le type de matériel que l'on retrouve préférentiellement dans les tombes d'hommes et de femmes dans la nécropole du Céramique. Et comme vous voyez, ici, donc, vous avez la catégorie femmes, indéterminée et hommes. Et dans la catégorie des objets qui sont associés aux hommes, il n'y a que quelques objets. Dans la catégorie des objets associés aux femmes, il n'y a que quelques objets aussi, et la plupart des autres objets sont en fait non discriminants. Donc, par exemple, les vases à parfum ne sont pas des objets discriminants. On les retrouve dans toutes les tombes hommes, femmes et enfants, parce que le parfum n'est pas associé préférentiellement aux femmes dans le domaine funéraire. Les vases à parfum sont associés aux défunts de manière générale, parce qu'on utilise notamment les huiles parfumées lors de la préparation du corps qui est effectuée par les femmes. Donc, les vases à parfum sont des objets funéraires et c'est en tant que tels qui se retrouvent dans la tombe. Ce sont des objets neutres. Par contre, le savon, qui est sur la ligne ici, est un objet qui est associé aux femmes. Et donc, toujours dans ces mêmes analyses, vous voyez qu'il y a des tombes avec savon, de la même manière qu'il y a des tombes avec strygiles. Donc, les strygiles, ce sont ces outils qui sont utilisés par les gymnastes pour se racler la peau après avoir fait le sport. Donc, on a d'un côté des tombes avec strygiles, qui sont des tombes associées aux hommes, et de l'autre des tombes avec savon, qui sont des tombes associées aux femmes. Dans la tombe de Macaréus, comme on l'a dit, on a du savon. On a aussi ce maquillage que vous voyez ici. Donc, vous avez des petites palettes, en fait, des petits palets de couleurs, et aussi de la poudre. Donc, vous avez, là, on ne voit que les palets blancs, mais il y en a des rouges, et aussi il y a de la poudre un peu rouge-rose dans ces boîtes. Alors, le maquillage, pareil, est un objet typiquement féminin qu'on retrouve dans les tombes préférentiellement chez les femmes. Or, là, on se retrouve quand même avec une série d'objets qui sont associés aux femmes et qu'on va retrouver tout d'un coup dans une tombe d'hommes. Alors, comme on l'a dit, Macaréus est un acteur, et on sait qu'il y a une certaine fluidité de genre qui est associée aux acteurs. Pourquoi? Parce que les acteurs sont tous des hommes. Les femmes ne sont pas autorisées à jouer en tant qu'actrices dans le théâtre en Grèce, et donc
tous les rôles qui sont dans une pièce sont joués par des hommes. Alors en plus, il faut s'imaginer que dans les spectacles de théâtre, on n'a pas une troupe avec un acteur égale un personnage, on a tout au plus 3 acteurs qui vont se répartir l'ensemble des rôles. Donc ça implique qu'il va y avoir des changements de costumes pendant les représentations. Les acteurs sont entièrement grimés, ils portent des costumes avec, par exemple, dans la comédie, des ventres proéminents avec un phallus pour les personnages masculins. On a des masques de théâtre avec des perruques. Et on sait que les acteurs pouvaient utiliser des masques peints ou maquillés, notamment pour représenter les personnages féminins. Il est possible que le blanc qui a été retrouvé dans ces pots de maquillage ait été utilisé pour peindre les bras, le visage, en tout cas le masque, pour les rôles féminins, puisque la couleur blanche, en tout cas la pâleur, est associée aux femmes, notamment les femmes de l'élite. Vous voyez ça notamment sur la céramique, on verra des exemples. Les femmes de l'élite ne sortent pas, et donc c'est important de montrer qu'elles ont la peau claire et qu'elles ne s'exposent pas au soleil, au contraire des hommes qui, eux, investissent l'espace public, sortent, vont au gymnase pour faire du sport, et eux, ils ont la peau tannée. Donc la couleur est une manière de différencier, en tout cas les personnages, aussi bien dans le théâtre que sur la céramique, par exemple. Donc on se retrouve ici face à une tombe d'hommes, avec toute une série d'objets qui sont plutôt associés aux femmes, et ça nous montre que, de par sa profession, on est face à un mélange, à une sorte de brouillage des catégories de genre entre les masculins et le féminin, en ce qui concerne l'exemple bien précis de Macaréus. Donc là, vous voyez un exemple de vase qui est assez célèbre pour ses représentations théâtrales. Vous voyez les personnages qui sont en train de tenir en main des masques, ici avec des perruques, des masques dont certains, comme celui-ci, sont peints en blanc, alors que d'autres n'ont pas de roue de couleur blanche. Donc on est face d'un côté à des masques féminins et d'autres masculins. Alors un autre exemple qu'on peut utiliser aussi pour montrer l'apport des études de genre est de montrer qu'en fait, on n'est pas face aux mêmes normes à notre époque et aux époques anciennes. Alors ici, on quitte brièvement Athènes pour voir ce qu'il se passe en Béotie. Et on va parler du bataillon sacré de Thèbes. Alors c'est quoi le bataillon sacré de Thèbes? C'est un groupe de 300 guerriers qui est en activité entre 378 et 338. Ce groupe de guerriers va être totalement anéanti en 338 lors de la bataille de Chéronée par Philippe II de Macédoine et son fils, le futur Alexandre le Grand. C'est la bataille qui va faire tomber les cités grecques et mettre vraiment les cités sous le joug de la Macédoine. Et on va ériger une tombe et un monument pour ce bataillon sacré sur le site de la bataille. Alors, quand je vous dis que les normes sont différentes dans le passé et à l'heure actuelle, quand on regarde ce qui se passe dans cette tombe, en fait, on voit qu'on a des guerriers qui sont attachés par les bras ou d'autres qui se tiennent la main. Ils ont été placés comme ça dans la tombe. Pourquoi? Parce que le bataillon sacré est composé de 150 paires d'amoureux. Donc, ce sont des couples composés d'Éraste et d'Éromène. Donc, on se trouve face ici à une forme institutionnalisée de pédérastie, où on a un Éraste plus âgé qui prend sous son aile un Éromène plus jeune,
et qui culmine à Thèbes dans l'incorporation de ces couples dans le bataillon sacré, avec l'idée qu'on se bat beaucoup plus pour une personne qu'on aime et qu'on va vouloir se battre plus fortement pour défendre à la fois sa cité et la personne avec qui on partage ce lien d'Éraste des Romaines que pour de simples guerriers. Donc ici, ça bouscule un peu nos catégories. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui est hors norme pour nous. Or, il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, on est dans quelque chose qui est totalement la norme. C'est une norme en matière de sexualité en Béotie et à Thèbes. C'est une norme sociale qui est complètement acceptée, et donc il n'y a absolument rien de bizarre à retrouver ces liens qui vont être matérialisés ainsi dans la tombe du bataillon sacré. Alors, si on quitte le domaine funéraire et qu'on regarde ce qui se passe dans d'autres types de contextes, je vais prendre ici l'organisation de l'espace domestique pour discuter un peu de la question des espaces féminins et masculins qui vont se retrouver dans les maisons. On a des textes, notamment des textes de Xénophon, qui nous disent qu'il y a des espaces dans la maison qui sont réservés aux femmes, ce qu'on appelle le gynécée, que les femmes seraient en quelque sorte recluses dans un endroit de la maison, qu'elles n'auraient pas de contact avec le monde extérieur, qu'elles ne sortiraient pas. Et donc, les archéologues ont voulu mettre un peu ces textes à l'épreuve pour voir s'il y avait réellement une réclusion et une division qui se manifestaient dans l'architecture. Or, pour l'instant, dans les maisons qu'on a retrouvées, on ne peut pas vraiment distinguer d'espace qui soit complètement féminin ou complètement masculin, à l'exception, ici, si je prends cette maison, de l'andron, qui est la salle de banquet, où on a donc des lits couchés, où on va pouvoir banqueter couchés qui vont être installés dans cette pièce. Donc le banquet étant réservé aux hommes. À Athènes, ça veut dire que cet espace-là est masculin au moment où il y a des banquets. Alors évidemment, on n'a pas les étages de ces maisons, donc on ne sait pas comment l'entièreté de la maison était organisée, mais en tout cas, au niveau du rez-de-chaussée, il n'y a pas d'autres espaces qui sont clairement définis. Quand on fait des études sur le matériel retrouvé en place, on ne peut pas voir spécifiquement s'il y a des zones avec des activités bien précises. Parfois, on peut retrouver l'endroit où se trouvait la cuisine, donc en fait un foyer et l'endroit où on pouvait cuire la nourriture, mais c'est à peu près tout. Donc il n'y a pas de séparation nette qui est matérialisée dans ces maisons et qui montrerait que les femmes sont recluses à l'intérieur des maisons. Alors si on s'intéresse à la culture matérielle, pour nous donner des indications justement sur l'organisation de ce qui se passe dans ces maisons, il ne faut pas oublier qu'on va se retrouver face à un double stéréotype. D'un côté, vous avez les premiers stéréotypes sexistes qui vont être ceux qui vont courir habituellement dans la société. Et puis, vous avez d'autres stéréotypes qui font qu'on va se retrouver avec une sorte de renforcement des stéréotypes lorsqu'on se retrouve dans des représentations artistiques. Donc, par exemple, on nous dit « la nature publique de l'art figuratif en fait un outil utile pour faire respecter les normes de genre. Ainsi, lorsque l'art figuratif représente des femmes et des hommes et d'autres genres engagés dans des activités différentes, ces représentations peuvent constituer des déclarations idéologiques sur les rôles de genre plutôt que de reflets directs de la réalité. » Donc, en gros, ce qu'on va retrouver dans l'iconographie souvent, c'est vraiment un renforcement des rôles de genre et très peu de place aux exceptions ou alors aux déviations par rapport à la norme attendue. Donc, parmi ces stéréotypes qu'on va retrouver de manière régulière, on a toutes les activités domestiques qui prennent place justement dans la maison. Et parmi celles-ci, une des activités qu'on va retrouver extrêmement souvent va être la préparation des textiles, le tissage de la laine, qui sont des activités qui sont extrêmement valorisées dans les textes anciens, puisqu'on nous dit que ça fait partie des activités qui sont réalisées
par les femmes respectables, les femmes citoyennes, prennent part à ces activités ou organisent en tout cas le travail des esclaves de la maison pour qu'il y ait une production autonome du textile à l'intérieur de la maisonnée. Alors ici, vous voyez une série de femmes qui sont en train justement de filer la laine. Elles ont des fils entre les doigts. Ici, ce type d'objet, c'est ce qu'on appelle un calatos, c'est un panier dans lequel on va retrouver de la laine. Et puis, ici, vous voyez des opérations notamment de fabrication du fil qui est roulé sur la jambe. Donc c'est une représentation un peu fantasmée parce qu'il y a un outil bien spécifique qu'on place sur la cuisse pour faire ce genre de travail, mais c'est une représentation un peu fantaisiste de la part du potier. Alors, activité extrêmement valorisée et qu'on va retrouver aussi dans les contextes archéologiques, puisque vous voyez ici un déroulé du vase du lécite à figure noire qui est ici en dessous. Et au centre de ce déroulé, vous voyez un métier à tisser. Et là, pour tendre les fils, vous avez des poids. Et ça, ce sont les poids en céramique qu'on va retrouver dans les contextes archéologiques. Et on va le retrouver dans énormément de contextes archéologiques. La production textile, c'est vraiment une production qui se fait à la fois à l'échelle domestique, mais aussi notamment dans des sanctuaires. Donc, il y a des sanctuaires qui vont avoir une production textile importante. On sait notamment que lors des Panathénées, on a un groupe de jeunes filles à Athènes qui va tous les 4 ans réaliser la nouvelle tenue de la statue de culte d'Athéna qui va lui être offerte à la fin de la procession des Panathénées. Donc, activité textile extrêmement importante, extrêmement valorisée. Alors, toutefois, même si on a ces activités qui sont à l'intérieur de la maison, on a aussi d'autres types d'activités qui se déroulent en dehors et qui font partie des tâches domestiques effectuées par les femmes. Alors, parmi celles-ci, une des tâches, ça va être d'aller chercher l'eau. Donc, la corvée d'eau est quelque chose de normal puisqu'on n'a pas l'eau courante dans les maisons. Et donc, pendant une période assez brève, entre 530 et 470, les potiers athéniens vont représenter la corvée d'eau de manière répétée sur une forme de vase qu'on appelle une hydrie, donc, qui est le vase à eau. Et ici, vous voyez une représentation typique qu'on va retrouver sur ces vases lors des représentations de la corvée d'eau. On a des femmes qui arrivent à la fontaine, d'autres qui en repartent. Donc celles qui arrivent ont des hydries vides qui sont couchées, celles qui repartent parce qu'elles ont déjà pris l'eau ont des hydries pleines donc qui sont debout sur leur tête. Elles sont en train de se parler. Donc je vous avais dit plus tôt que les chairs des femmes sont représentées en blanc sur la céramique pour montrer qu'elles n'effectuent pas trop de travaux pénibles à l'extérieur. Et on les représente ainsi de manière plus pâle que les hommes. Donc là, vous avez un exemple. Et au milieu de ces femmes, vous avez une série d'inscriptions. Alors, pas systématiquement sur tous les vases de cette série, mais ici, vous avez notamment des noms, les noms de ces femmes qui sont inscrits, qui sont essentiellement des noms de fleurs. Alors, il y a eu des questionnements sur l'identité des femmes qui vont chercher l'eau à la fontaine sur ces vases et des questionnements sur leur statut social, notamment pour savoir s'il s'agit de femmes respectables ou s'il s'agit d'étaïrs, c'est-à-dire de courtisanes, ou alors de prostituées. Alors, j'ai pris l'exemple des femmes à la fontaine, mais ce type de raisonnement s'applique à peu près tous les types de scènes où on retrouve des femmes dans un contexte qui n'est pas clairement défini. Donc, en dehors des scènes de mariage, vous voyez ici notamment une procession où vous avez la mariée et le marié qui sont dans un chariot à destination de la maison du marié. Ou si on est dans le cadre funéraire, donc vous avez des rituels qui sont accomplis par des femmes autour
d'un corps ici, ou alors là, vous avez une femme qui va faire des offrandes et des libations à une tombe. Les rituels sont pris en charge par les femmes. En dehors de ces cas bien précis où la question du statut des femmes ne se pose pas ou pas trop, on a, en ce qui concerne les femmes à La Fontaine, beaucoup plus de théories et beaucoup moins de certitudes par rapport à leur statut. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de tendances dans la recherche à essayer de trouver à tout prix le statut des femmes. Et on a eu pendant très longtemps une série d'interprétations qui relevaient du type ce sont soit des prostituées, soit des esclaves, soit des étaïres courtisanes, ou alors des femmes respectables. Alors, cette idée qu'on aurait des prostituées ou des étaïres qui vont à La Fontaine, comme je vous l'ai dit, imprègne non seulement les interprétations qui concernent les femmes à La Fontaine, mais aussi toute une série d'autres représentations. Et en ce qui concerne les femmes à La Fontaine, c'est assez compliqué de voir exactement quel pourrait être le statut. En tout cas, rien ne nous permet d'affirmer qu'il peut s'agir de prostituées ou d'esclaves. Alors, si je vous montre celle-là ici, d'Idri, vous voyez par exemple qu'on a deux représentations de divinités. On a Hermès ici d'un côté, et de l'autre côté, on a Dionysos. À partir de ce vase, on s'est demandé si les représentations de femmes à La Fontaine ne pouvaient pas simplement avoir lieu dans un cadre religieux. Mais c'est le seul vase de la série où on a ce type de représentation, et c'est un peu difficile de généraliser. Autre type de théorie a été aussi de se demander si on n'était pas face donc à des esclaves ou des prostituées ou des étaïres. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand on voit des femmes à La Fontaine, on se pose la question de leur statut. Par contre, quand on voit des hommes, on ne se la pose pas vraiment. Donc, en particulier quand on a des représentations d'hommes qui sont en train de se baigner à La Fontaine. Alors, il existe des scènes similaires où ce sont des femmes. Donc, quand ce sont des femmes qui sont en train de se baigner nues dans La Fontaine, on dit généralement, enfin, les chercheurs masculins ont eu tendance à dire qu'on se retrouvait face à des prostituées parce qu'une femme respectable ne se serait pas baignée nue dans une fontaine. Il faut savoir que même les hommes ne se baignaient pas dans les fontaines. Il y avait des règlements bien stricts pour l'utilisation des fontaines publiques. On a retrouvé des inscriptions sur les fontaines. L'hygiène était extrêmement importante et donc on ne pouvait pas se laver dans les fontaines qui servaient à aller justement puiser l'eau qui était utilisée par tout un chacun. Donc, quand on retrouve des femmes à La Fontaine en train de se baigner ou en train de puiser l'eau, on a souvent des connotations négatives qui peuvent leur être associées. Par contre, quand on a ce type de scène où on a des hommes qui sont en train de se laver à La Fontaine, la question du statut n'est jamais posée par les chercheurs, en général chercheurs masculins. Alors, de la même manière, ici, je vous montre un type de scène où on a un homme qui vient faire un cadeau à une femme. Alors, sur le vase que vous voyez ici, il y a une inscription qui nous dit « La mariée est belle », donc ça ne peut pas être une prostituée. C'est ce qui est très bien pour nous. Par contre, sur l'autre vase à côté, il n'y a pas d'inscription. Et donc, du coup, l'interprétation qu'on retrouve la plus souvent est de dire qu'on a un homme qui vient faire un cadeau d'argent à une prostituée ou à une courtisane, donc une étaïre, pour gagner ses faveurs. Or, vous voyez qu'on se retrouve exactement dans le même type de scène. On a deux femmes qui sont en train de réaliser des travaux, une qui tresse une couronne, l'autre qui est en train de filer la laine, et on a un homme qui arrive et qui fait un cadeau. Donc les scènes sont exactement similaires. La seule chose qui change, c'est que ici, la femme est sauvée par l'inscription qui dit qu'on a affaire à une mariée. Par contre, même scène, offrande aussi de cadeaux. Une fois qu'on se retrouve dans le contexte de la pédérastie avec deux hommes, on retrouve très rarement l'interprétation qu'on serait face à un prostitué masculin. Donc il y a vraiment un double standard
du côté des interprétations, et il ne fait pas bon d'être une femme sur la céramique grecque si vous n'avez pas une inscription pour donner votre nom, pour vous associer à un personnage mythologique ou vous mettre dans un cadre bien précis. Alors, comme je le disais, il y a certains cas où c'est bien clair et bien précis. Là, on est à la toute fin de la série des représentations de femmes qui vont puiser l'eau à la fontaine. Et ici, on est quasiment certain qu'on est face à des esclaves, puisque les esclaves originaires de Thrace portaient des tatouages, et les femmes que vous voyez ici puiser l'eau à la fontaine portent des tatouages ici sur les bras et dans le cou. Alors, on est à la fin de la série. Il y a une hypothèse qui explique que le travail servile augmentant au début de la période classique, au moment où la série de vases prend fin, donc vers 480-470, ferait que le sujet tombe un peu dans l'oubli du côté des potiers. À partir du moment où ce ne serait plus des femmes respectables ou des citoyennes qui vont chercher l'eau à la fontaine et que le travail est effectué par des esclaves, on peut imaginer que les potiers et les peintres ne voient pas vraiment l'intérêt de représenter ces tâches qui sont faites par des esclaves. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur les représentations de ces femmes? Alors, en premier lieu, les noms qui sont utilisés ne permettent pas de définir si on est face à des noms d'étaïrs, de prostituées ou de femmes respectables, puisque d'un côté, on a des chercheurs qui nous disent que ce sont des noms d'étaïrs, mais de l'autre, on a des chercheuses spécialisées dans le genre qui ont fait des études d'onomastique et qui nous disent que sur les stèles funéraires, notamment, ces noms reviennent de manière fréquente, associés à des citoyennes athéniennes. Donc, clairement, le nom ne suffit pas. Les vêtements, les objets qu'elles peuvent porter, comme les bijoux, les couronnes, ne permettent pas non plus d'établir un statut. Alors, le problème souvent aussi, c'est que les archéologues n'aiment pas dire qu'ils ne savent pas, mais parfois, il n'y a pas vraiment d'éléments qui nous permettent de déterminer le statut. Maintenant, ce qui est probablement le plus plausible, c'est qu'on se retrouve face à des représentations qui montrent des femmes dans des scènes habituelles de la vie quotidienne, que les potiers et les peintres avaient l'habitude d'observer. Ce sont des moments de sociabilité entre femmes. C'est aussi probablement un des seuls moments où les femmes peuvent sortir de la maison. On voit dans certaines scènes des interactions entre hommes et femmes. Ça leur permet peut-être d'échanger avec d'autres membres d'autres familles. C'est un endroit où elles peuvent vraiment sortir de la maison et interagir avec d'autres personnes. Alors, il est probable aussi qu'on se retrouve face à des représentations de femmes jeunes, peut-être des filles à marier, puisque dans certaines scènes, elles tiennent des fleurs, elles sont associées à des biches. Or, dans les textes, les jeunes filles sont souvent également associées aux fleurs ou alors à des animaux du type biche, puisque dans les textes, on nous dit que les femmes doivent être... sont un peu comme des animaux sauvages qu'il faut un peu dresser en arrivant lors du mariage. Donc, comme on a des scènes de femmes à la fontaine associées à des biches, notamment, on peut se demander si on n'aurait pas des représentations de la part des peintres de jeunes filles à marier qui sont alors visibles dans l'espace public. Voilà. Donc, c'est quelques exemples pour montrer qu'en fait, l'approche du genre nous permet de diversifier un peu et de nuancer surtout les idées qu'on peut avoir sur les sociétés passées, sur les relations entre les hommes et les femmes. Ça nous montre aussi qu'on peut explorer autre chose que uniquement les femmes, puisqu'on a vu des exemples avec des tombes d'hommes, et de montrer quelles sont les constructions de la masculinité et de la féminité et de comment on peut essayer de définir tout ça, notamment en partant des objets qui sont dans les tombes, en partant des contextes archéologiques et en partant de l'iconographie. Merci.